Retour dans cette émission avec nos deux invités, Ferdinand Haïté du journal L'Alternative et Joël Égard, patron du journal La Fraternité. Et nous allons parler maintenant de la présidentielle, des préparatifs. Nous savons que le 22 février prochain, c'est le premier tour du scrutin présidentiel au Togo. Joël, quel regard jetez-vous sur le processus électoral qui se déroule actuellement? Non, je dirais que peut-être l'expression sera un peu lourde, mais nous avons en face un processus renté. Un processus renté et parce que le processus renté par plusieurs inconnus. Plusieurs inconnus. Est-ce que le processus sera inclusif comme l'émissaire américaine l'a demandé? Est-ce que le processus connaîtra la participation du candidat qui fait aujourd'hui office de discorde au sein de la classe politique, pendant qu'on met des Togolais à coups de billets sonnants et trébuchants dans les rues pour dire nous voulons notre champion, etc. Est-ce qu'il faut répondre à ceux-là qu'on commercialise aujourd'hui pour réclamer entre guillemets, pour justifier sa candidature pour un quatrième mandat? Parce que s'il faut un candidat, eh bien, ça veut dire que le processus sera encore plus renté parce que depuis 2005 que le chef de l'État est venu, vous allez voir que le taux de participation au scrutin n'a fait que chuter consécutivement. Parce que les Togolais n'ont plus confiance à l'arbitrage électoral quand ils ne sont pas d'accord. Les Togolais n'ont plus confiance parce que tous les acteurs, comme je le disons toujours, c'est comme dans une entreprise où celui qui fait l'opérationnel, il est proche d'un camp, et celui qui vient auditer l'opérationnel est proche d'un camp, est proche du même camp. C'est-à-dire les deux acteurs sont à la solde du président qui organise l'élection. Et oui, c'est vrai qu'en Sierra Leone, par exemple, vous allez voir que celui qui a organisé la dernière présidentielle, c'est lui-même qui l'a organisé, mais après c'est lui qui s'est plaint qu'on l'a volé. Mais au Togo, ce n'est pas ça. Cela, c'est presque impossible. Et donc, s'il faut un candidat, le scrutin sera plus renté parce que les jeux seront déjà faits à l'avance. Et donc, moi, je crois que nous dirigeons vers un processus avec plusieurs intertiens, mais que beaucoup de réponses devront émerger à partir du 27 décembre, dans la marche du 27 au 8 janvier prochain. Et c'est là où on saura si vraiment le processus est là. Sinon, ce qui est fait aujourd'hui, vous allez voir même les 12 candidats qui sont annoncés, ils n'appellent pas clairement même à un recensement, à participer au recensement électoral. Ce n'est pas un recensement, c'est la révision. Pendant que beaucoup parmi eux appellent carrément un recensement électoral. Parce que le fichier qui est issu de 2018, c'est un fichier, moi je dis, conçu de toutes pièces. Parce que je ne vois pas les 3 400 Togolais là qui sont sortis malgré les appels de la C14 pour se faire enrôler. Je ne les vois pas dans ce fichier-là. Donc on a l'impression qu'il y a un chiffre à part et les vrais électeurs sont à part. Donc nous sommes face à un processus renté et qu'il faut dérenter dans le plus tôt possible. Oui, Ferdinand, on a l'impression que l'une des préoccupations de l'opposition est en train d'être prise en compte. Je veux parler de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Plus fort, Nassingbe a donné des instructions pour que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Attendons de voir, mais tout ça n'aboutira pas à grand-chose. C'est comme déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce qu'en réalité, quand vous voyez les nouvelles dispositions qui définissent les composants de la Cour constitutionnelle sur les 9 membres, le parti au pouvoir ou le président de la République et ses amis vont en choisir presque 7. Donc, je ne vois pas, ils mettront qui ils voudront là-bas, c'est tout. Mais en faisant croire à l'opinion internationale et à l'opinion nationale que oui, nous avons accédé à une revendication, on a procédé au remodélage de la Cour constitutionnelle. Vous savez que il y a, parmi les composants, il y a les magistrats. Tout le monde sait dans ce pays pour qui les magistrats roulent.
Il y a les avocats, l'Ordre national des avocats, on ne sait plus trop ce que c'est devenu. En 90, les avocats étaient à la pointe de la lutte pour les libertés. Aujourd'hui, les avocats sont en quête d'argent, ils veulent tous devenir des multimillionnaires. Donc, ils ferment les yeux sur tout ce qui est violation des droits de l'homme, ils parlent moins. Et vous avez les professeurs d'université, notamment ceux de la faculté de droit. Plusieurs étaient impliqués récemment dans des affaires de tricherie. Bon, je ne sais pas tout ce que ça va donner. Donc, vous voyez, cette Cour constitutionnelle-là, on risque de se retrouver avec les mêmes individus ou les gens à la solde du régime. Et le régime pourra brandir ça en disant oui, on a demandé de réviser la Cour constitutionnelle, nous l'avons fait, comme ils ont prétendu avoir fait des réformes pour le vote de la diaspora, et vous avez vu comment c'est fini, ça s'est terminé. Et donc, mais je tiens à rappeler qu'il y a encore quelques jours, il y a un ministre qui disait qu'il n'était plus question de réformer quoi que ce soit et qu'il n'y avait plus question de retoucher les institutions avant les élections, que ce débat était clos. Mais il a fallu que la sous-secrétaire adjointe chargée des affaires ouest-africaines et sécuritaires passe à Lomé, qu'elle rencontre les autorités et qu'elle fasse cette déclaration-là et que le lendemain, Faure Gnassingbé réunisse les institutions au pas de charge. On nous dit, voilà, on veut réformer la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas que ce processus va aboutir à quoi que ce soit. Mais comme vous venez de le dire, Joël, on va à une élection où toutes les structures d'organisation de ce scrutin sont dans les mains d'un seul camp. C'est-à-dire que les structures d'organisation et de proclamation des résultats sont dans les mains du camp au pouvoir. Et le fichier même, c'est eux qui ont le contrôle du fichier. Ce qu'ils ont mis dedans, c'est eux qui le savent. Alors, les jérémiades des opposants qui veulent aller aux élections n'ont jamais eu d'écho jusqu'à maintenant. Et vous savez que ces derniers jours, il y a eu le ballet diplomatique CEDEAO après la sous-secrétaire américaine, et puis il y a la francophonie qui arrive aujourd'hui. Toutes ces institutions, personne ne leur fait confiance au Togo parce que dans un passé récent, leur rôle a été assez trouble et ils ont pris fait et cause pour le parti au pouvoir en refusant de dire la vérité et d'être sur les principes. Alors, à partir de ce moment-là, il y a ceux qui vont aux élections, qui y croient qu'ils vont pour faire quelque chose, mais beaucoup de Togolais, quand vous interrogez les gens, beaucoup de gens n'y croient pas, parce que il y a longtemps que les élections au Togo ont cessé d'être un cadre d'arbitrage de la légitimité. Les gens organisent les élections, même s'ils ont 12% aujourd'hui, et la CENI dira qu'ils ont 52%. S'ils ont 20%, la CENI dira qu'ils ont 60% et la Cour constitutionnelle va valider. Alors, ils auront l'armée derrière pour mater tous ceux qui vont vouloir jouer les Rambo dans les rues. Ils vont tuer, il y aura des rapports, on va crier qu'on a tué au Togo, et puis après, il n'y aura plus rien. Ils seront encore des gens fréquentables, ils vont parcourir le monde entier, puisqu'ils ont de l'argent pour corrompre tout le monde, pour corrompre la diplomatie internationale et tout ce que vous savez. Et donc, moi, je pense que ces élections-là, ce processus, tout le monde sait qu'il est biaisé dans le débat, qu'il n'a pas de légitimité, il n'y a aucune transparence. C'est fait pour mettre M. Faure dans son 4e mandat, et voilà, rien n'étonne. Joël, voici un tableau qui vient de peindre Ferdinand. Face à cette situation-là, faudra-t-il y aller ou ne pas y aller? C'est le credo d'un parti politique, notamment le PNP, qui recommande carrément que s'il veut avoir élection, il ne faut même pas que... Enfin, la solution ne passe pas par l'élection, parce qu'il s'adosse sur ce que nous avons décrit tantôt. C'est-à-dire que celui qui fait l'opérationnel, qui est la CENI, il est proche du pouvoir. Celui qui vient auditer, qui est la Cour constitutionnelle, il est acquis au pouvoir. Donc, en fait, c'est comme... Bon, je dresse ma table, je mets tout ce que je mets dedans. Il y a les poisons, les laxatifs, etc. Bon, venez manger. Si tu acceptes, tiens, après je pourrais t'administrer un soin où peut-être tu auras encore une petite espérance de vie, ou alors tu manges et puis tu meurs. Voilà quoi. Donc, est-ce qu'il faut y aller? Est-il que aujourd'hui, dans les mécanismes internationaux de règlement des conflits, les élections sont, parce que nous sommes aujourd'hui à la merci de la réelle politique, à la merci de la communauté internationale, où quand ils voient tout, vous allez voir,
Centrafrique. On se dit, ok, d'accord, comment faire pour faire sortir ce pays après qu'on ait laissé les rebelles faire du bordel? Élection. Au Libéria, élection. Ça veut dire que après on dit, après toutes les crises, c'est toujours les élections. Donc aujourd'hui, les élections représentent le passage obligé, hein, pour y aller. Maintenant, est-ce qu'on va y aller, on va aller à ces élections qui s'annoncent en 2020 en l'état, ou c'est celui qui tient l'arme en main, qui a conçu son fichier, il a déclaré le chiffre qu'il veut, c'est lui qui décide que d'abord la révision de la liste électorale, c'est 72 heures, tant à Lomé que ça veut dire que sur tout l'étendue du territoire pendant qu'on n'a jamais connu cela, etc. Est-ce qu'on va aller à ces élections comme ça? C'est ça la question. Est-ce qu'il doit y avoir élection? Oui, il doit y avoir élection normalement parce que on n'évolue plus en vase clos. Mais dans quelles conditions les élections vont s'organiser? C'est là où je dis, peut-être que la CEDEAO nous réserve peut-être un miracle. C'est vrai que je sais que Ferdinand, personnellement, il est assez pessimiste parce que de par leur passé, ils ne nous donnent pas de raison de croire en leur sérieux. Peut-être que la CEDEAO fera un miracle pour dire, ok, d'accord, mettons les choses à plat et faisons pour une fois sérieux parce que le cas du Togo peut être contagion. En 2010, il y a beaucoup de pays qui organisent, qui vont à l'épreuve électorale. En 2020, excusez-moi, en 2020, il y a beaucoup, au moins 3 pays de la sous-région qui vont à l'épreuve électorale. Pardon? Plus, qui vont à cette épreuve électorale. Donc, si le Togo, comme on s'est inscrit dans l'histoire en tant que premier pays à avoir abattu froidement un chef d'État, si le Togo se sert encore de cas d'école négatif, ben ça risque de faire contagion. Ça risque de faire contagion et ça va impacter la croissance dans la sous-région, etc., avec tout ce que ça va entraîner, parce que les populations sont de plus en plus frustrées. J'avais tantôt fait remarquer que le populisme que nous remarquons en Europe, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que les populations réclament aujourd'hui la même chose. Qu'on les respecte un peu, qu'on les considère un peu, qu'on respecte les compétences, c'est-à-dire qu'on leur dise un peu de vérité, quoi. Ils ne sont pas aussi cons que ça. Donc cela dit, moi je dis, il faut qu'on revoie les règles qui vont encadrer ces élections-là. Et quand nous parlons de règles, il y a ce qui frustre et que nous avons soulevé très tôt, au lendemain de l'acte du 8 mai au Parlement. L'article 101 de la Constitution, l'article 100, on recompose la Cour constitutionnelle, comme Ferdinand l'a dit, c'est vrai que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, quelles que soient les gymnastiques, le pouvoir va avoir du moins sa majorité, au moins les 5, parce que le chef de l'État, il envoie 2, le Parlement envoie 2, le Parlement est à leur solde. Et bon, parmi les 2 que le Sénat envoie aujourd'hui, oui, moi on va dire le 2 tiers, c'est les 2 tiers les 2 tiers des élus locaux composent le Sénat, plus les tiers. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on aura sa majorité au Sénat. Le Sénat, bon, même s'ils sont gentils à l'extrême, peut-être ils vont prendre 1 de l'opposition, 1 du pouvoir. Ça leur fait au moins 5 sur les 9. Mais le comble, l'article 101 dit que c'est le chef d'État qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une hérésie qu'on a mis dans le texte, dans la loi fondamentale togolaise. Moi, je participe à l'élection, c'est moi qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. On ne dit même pas, il le nomme sur proposition, il le nomme directement. Et on ajoute qu'il a la voix prépondérante. Mais quand ça dit que ça, c'est comme je le dis, c'est à la table que le sorcier dresse. Le diable dresse la table et dit, bon, tu viens ou tu ne viens pas. Bon, quand tu ne viens pas, on te qualifiera d'abstentionniste, etc. Oui. Et donc, mais quand tu y viens, tu sais déjà à quoi t'en tenir. Donc, vous voyez, ça, on va dans à une élection. Avec ça, là, ce n'est pas une élection, mais ce sera du formalisme. Bon, maintenant, est-ce qu'on va aller encore, on va laisser encore tout ce que nous avons connu depuis 2017 Ceux-là qui avaient hier dit, non, parce que le président ghanéen avait dit que quand ça pète au Togo, ça va les entacher. Et il avait clairement dit que le problème, c'est la candidature du chef de l'État. Bon, maintenant, si le chef de l'État est là, est-ce qu'on va toujours organiser, s'il est candidat, on va toujours organiser les élections dans ces conditions-là où tout lui est dressé d'avance? Voilà, that's the question. Comme je parlais justement du Ghana. Oui, Ferdinand, ce qu'on remarque aujourd'hui au niveau de l'opposition, il n'y a même pas de voix qui dénonce le processus électoral. Tous se présentent à cette élection. Et la semaine dernière, c'est Monseigneur Kodro qui veut rassembler 7 milliards pour provoquer la tendance en 2020. Vous y croyez?
Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de voix qui dénonce. Les gens dénoncent, peut-être que ça ne dénonce pas assez fort, ou bien ça se limite à quelques communiqués. Il n'y a pas des actions concertées entre les différents candidats. C'est ça qui, chacun dans son coin, proteste, ronronne, et puis bon, voilà. C'est ça qui est le problème. Bon, mais cette opposition, nous connaissons ses faiblesses structurelles depuis des années. Hein. C'est des problèmes d'ego, d'orgueil, je sais pas, il y a de calculs, de querelles de chapelle politique, et qu'on n'arrive pas à surmonter hein, pour s'occuper de l'essentiel. C'est ça qui est vraiment dommage. Maintenant, il est indiscutable que Faure Gnassingbé va être candidat. Et ce qui me cœure, moi, je ne comprends pas pourquoi on soit obligé d'organiser des manifestations comme au temps des Adéma, des marches pour le demander d'être candidat, alors qu'il a modifié tout. Il a passé 2 ans à modifier les tests pour être candidat. Tout le monde sait qu'il va être candidat. Peut-être même qu'il ne le dira pas ouvertement. On apprendra qu'il allait déposer les dossiers. Hein? Peut-être qu'il a sa tactique, mais tout le monde sait qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Il y a une de ses proches qui a dit quelque part, il a fait des confidences à des gens en disant, bon, ben, nous sommes là pour 30 ans, on vient de boucler les 15 premières années, à partir de 2020, on va boucler la deuxième manche de nos 30 ans au pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Et ils se donnent les moyens pour y arriver. Maintenant, en face, on voit que l'opposition est totalement dispersés. Il y a ceux qui veulent aller aux élections sans trop se donner les moyens d'y aller. Il y a ceux qui disent, nous, on est contre le 4e mandat, il faut faire la révolution. Ils sont traqués, arrêtés, molestés, présentés à la télé comme des terroristes avec des machettes, tout ça. Et donc, le pouvoir, visiblement, a 2 fers au feu. Vous voyez, il ferme le jeu électoral. Et il traque aussi ceux qui privilégient la méthode de la mobilisation des populations pour une révolte populaire, vous voyez. Et donc, sur le système électoral, là où je trouve que le régime exagère, c'est vrai que plus rien de ce que ce régime fait ne doit nous étonner. Voilà quelqu'un qui veut un 4e mandat, qui se donne tous les moyens de l'avoir et qui refuse d'ouvrir le jeu à la transparence. C'est-à-dire qu'en plus de traîner un boulet, celui du 4e mandat que tout le monde décrit, même ça, il refuse d'ouvrir le jeu de façon claire et nette. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Maintenant, est-ce qu'il faut que l'opposition aille? Nous, on n'est pas des partis politiques, Joël vient de le dire. Les gens ont créé leur parti politique pour faire des compétitions électorales. C'est à eux de décider. Mais le bon sens voudrait que lorsque vous allez à une compétition et que les jeux sont faits d'avance, il faut réfléchir, il faut changer de stratégie. Parce que de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue, si en plus du fait que M. Faure Gnassingbé traîne le 4e mandat, que tout le monde décrit dans le monde entier, dans notre sous-région, l'opposition ne va pas le légitimer, il va avoir il va avoir deux boulets à ses pieds. C'est-à-dire que vous avez voulu un 4e mandat que ton peuple décrit et l'opposition, qui est plus ou moins l'entité dans laquelle les gens se retrouvent, refuse d'aller à cette mascarade-là. Et donc, il ne sera pas légitime. Et il va avoir vraiment des difficultés à s'afficher, à traîner sa légitimité. Mais si, en plus du 4e mandat, qu'il cherche par tous les moyens, l'opposition va le légitimer, il dira partout dans le monde entier que, bon, ils sont des mauvais perdants, nous sommes allés aux élections, ils ont perdu. Comme toujours, ils n'ont pas pu prouver que, bon, j'ai fraudé. Parce que vous savez que l'opposition aussi a des difficultés souvent à rassembler les PV. Et parfois même, ce sont ses propres militants qui vendent les PV contre de l'argent. Et donc, ils diront, oui, voilà, mais nous sommes allés aux élections, et je les ai battus. Maintenant, ils jouent les mauvais perdants. Et donc, il va traîner un semblant de légitimité dans le monde entier en allant à des conférences. Mais si vous décidez de vous retirer parce que le processus n'est pas transparent, n'est pas clair et n'est pas vraiment libre, il ira peut-être avec ses opposants en plaisantin que lui-même il aura fabriqué. Et donc ceux qui ne sont pas dupes comprendront qu'il est allé seul à ces élections-là. Et donc il traînera le boulet du 4e mandat, mais il traînera aussi une élection que les gens n'auront pas été pour le légitimer. Mais moi, c'est ce que moi je pense. Maintenant, c'est à ceux qui vont aux élections de décider. C'est eux qui ont créé leur parti politique, c'est eux qui savent l'agenda qu'ils veulent, c'est eux qui veulent conquérir le pouvoir. Si des gens estiment
au regard de tout ce que nous venons de décrire ici, qu'il y a une chance pour eux d'aller battre Faure Gnassingbé dans les urnes et de se faire déclarer vainqueur par la CENI qui est à la solde de Faure Gnassingbé et la Cour constitutionnelle dont le président sera nommé par Faure Gnassingbé, libre à eux. Nous, on constatera et puis bon, la vie continuera. Donc moi je pense que il revient à tous ces candidats plus ou moins sérieux qu'on peut identifier comme des opposants sérieux, proches d'une opposition vraiment sérieuse, de se concerter. Si d'ici là les règles ne changent pas, et de prendre une position officielle. Maintenant, Bodjuro, il fait ce qu'il peut faire. Peut-être que sa démarche ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un prélat d'un certain âge qui veut vraiment... Il mène son dernier combat, si je peux le dire ainsi. Donc, il fait ce qu'il peut faire, il essaie de parler à toute la classe politique, aux uns aux autres. Il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans sa démarche, c'est tant mieux. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est le fait que, bon, lorsque vous voulez ouvrir des canaux pour que les gens puissent cotiser de l'argent, vous allez ouvrir des comptes dans les banques que le régime contrôle. Je ne vois pas qui va avoir le courage d'aller déposer l'argent là-bas. Mais en plus, si on dépose l'argent là-bas et que le régime saisit l'argent, vous allez faire quoi? Donc cette histoire d'être allé ouvrir un compte à EcoBank où on demande aux gens de déposer de l'argent, je pense que ce n'est pas assez bien réfléchi. On aurait pu trouver d'autres moyens de convaincre les gens de cotiser. On peut cotiser sans laisser de traces, mais quand vous laissez de l'argent dans une banque, il y a forcément une trace. Et ce n'est même pas la trace, mais demain le régime peut se décider de bloquer le compte. Vous allez faire quoi? Ils peuvent dire que c'est un compte d'insurrection. Ils vont bloquer ça. Vous allez dire quoi? Donc c'est pas bien réfléchi cette histoire-là. Non, ça veut dire que sur... on comprend, j'applaudis la passion de l'archevêque, mais pour rompre avec un régime cinquantenaire, un régime qui a fait un demi-siècle, c'est pas la passion. Il faut être plus réaliste. Et j'ai souvenance qu'en 2015, l'ANC a mobilisé combien déjà? Oui, ils avaient mobilisé un peu. Des millions. D'abord, on n'a jamais rendu compte à ceux qui ont cotisé. L'ANC n'a jamais rendu compte. Mais bon, en quoi est-ce que ces millions ont été utilisés pour obtenir la victoire, pour ne serait-ce que prouver que Jean-Pierre Fabre a gagné? Ils n'ont même pas prouvé. Malgré que toutes les gymnastiques que le pouvoir a fait, il s'en est sorti avec un peu plus d'électeurs qu'en 2010. Mais les fonds ont été utilisés à quelle fin? Donc est-ce que les 7 milliards vont permettre aujourd'hui de défendre la victoire des Togolais? Les Togolais sont si pauvres, les gens ne vont même pas. Non, on dit c'est 500 fois par personne. Oui, mais c'est pas évident. Mais le comble, c'est d'aller de déposer sur un compte où, c'est-à-dire au compte qui est en vitrine, quoi, au vu de tout le monde. Même la EcoBank, même, on peut le mettre la pression de ne pas. Si vous libérez cet argent. Ils ne vont même pas le mettre la pression. Ils contrôlent le pays, ils vont aller saisir le compte. Non, ça veut dire que c'est une technique qui laisse à désirer. Bravo pour l'archevêque, mais je crois qu'il faut qu'on l'utilise plus, tout le potentiel spirituel qu'il a, qu'on l'utilise plus à des fins plus utiles qu'à ce à quoi on assiste. Maintenant, pour le scrutin, comme tu le dis, Fora a un boulevard qu'il sait, mais quand je revois l'acte qui a été posé le 8 mai, je dis il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. C'est pourquoi je dis la période du 27 décembre au 8 janvier va nous édifier. C'est vrai qu'il fait tout aujourd'hui pour montrer que, en fait, indirectement, il veut son 4e mandat. On utilise les gens. Mais pourquoi est-ce que l'article 75 a été conçu comme tel? L'article 75 de la Constitution, pourquoi a été conçu comme tel? Comme on prépare déjà le départ de quelqu'un qui va quitter le pouvoir à contre-cœur. Il a un rôle de préséance dans les manifestations publiques. On le traite comme un chef d'État, malgré qu'il soit ancien chef d'État, etc. Moi, je me dis, bon, je voudrais toujours croire en la survenance des surprises positives en la faveur du peuple. Et donc, peut-être que du 27 décembre au 8 janvier, nous allons pouvoir nous trouver peut-être un remplaçant, même de sa famille. Mais bon, peut-être un remplaçant est-il que pour faire une sorte d'alternance. On attend de voir ce qui va se passer. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il sera candidat. Oui. Moi, nous allons observer une petite pause. Je voudrais croire en sa bonne volonté. Nous reviendrons après.